Cécile Valin, Les secrets d'une disparition, 4e et dernier épisode. Le dimanche 8 juin 1997, Cécile Valin, une lycéenne de 17 ans qui s'apprête à passer le bac, sort de chez elle en fin d'après-midi, à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Des témoins la voient marcher le long de la route départementale qui traverse la ville. Puis plus rien. La jeune fille a disparu. Les mois, puis les années passent, marquées par l'attente, mais surtout par de nombreuses fausses pistes qui conduisent les enquêteurs aux quatre coins de la France. L'implication de plusieurs tueurs en série, notamment Patrice Allègre ou Michel Fourniret, sont étudiées. En vain. Jusqu'à un coup de théâtre incroyable, en décembre 2023, plus de 26 ans après la disparition de Cécile. Mardi 5 décembre 2023, devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, à Nanterre, le procès de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, a commencé depuis 8 jours. Elle est jugée pour complicité dans la disparition et le meurtre d'Estelle Mouzin, une fillette de 9 ans, enlevée en janvier 2003 en Seine-et-Marne, à Guermantes. L'acteur principal de ce dossier est absent. Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, est mort 2 ans et demi plus tôt, en mai 2021, avant d'avoir été jugé. Mais ce mardi, une autre absente va faire irruption dans le procès. Et cette absente, c'est Cécile Valin. 26 ans après sa disparition, la jeune fille devient, bien malgré elle, l'héroïne de cette journée d'audience. L'homme à l'origine de ce coup de théâtre s'appelle Didier Seban. Il est avocat et il représente Éric Mouzin, le père d'Estelle. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, l'un des meilleurs spécialistes de Michel Fourniret et de son sinistre parcours criminel. Debout dans la salle, il questionne Monique Olivier. Non pas sur Estelle Mouzin, mais sur un autre meurtre qu'aurait commis son ex-mari en 1997. Monique Olivier confirme qu'elle se souvient d'une jeune fille, mais qu'elle ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle précise que c'était à la fin de l'année scolaire 1997. Didier Seban lui demande alors si elle situerait cela au mois de juin. Monique Olivier répond que oui. Ce dialogue peut paraître vague. Il ne l'est pas. Didier Seban sait très bien où il va. Au cours de l'année 1997, une seule disparition de mineur n'a jamais été élucidée. C'est celle de Cécile Valin. La jeune fille dont se souvient Monique Olivier pourrait-elle être Cécile ? La question peut sembler être un raccourci facile. Mais ce n'est pas le cas, et Didier Seban pousse encore plus loin la démonstration. Il exhume un procès-verbal de la police belge, rédigé en 2005, il y a près de 20 ans. Damien Delseny, ce procès-verbal, vous l'avez. Oui, c'est un document de 4 pages, le procès-verbal numéro 768. C'est une audition de Monique Olivier qui se déroule le 13 juin 2005 à partir de 9h30. À l'époque, celle qui est encore la femme de Fourniret est régulièrement entendue par la section criminelle de la police de Dinan en Belgique qui enquête sur les meurtres imputés à Fourniret depuis son arrestation en 2003. L'audition ce jour-là est conduite par 2 inspecteurs, Joseph van Overdien et Stéphane Brasseur. Les 2 hommes cherchent à reconstituer le parcours criminel de l'ogre des Ardennes au cours des années 90. Et au cours d'interrogatoires précédents, Monique Olivier a confirmé que pendant cette période, Michel partait à la chasse, comme elle dit, et que cela l'angoissait. Les 2 policiers qui l'ont face à eux, ce 13 juillet dans leur bureau, lui demandent d'être plus précise, notamment sur un événement particulier. Monique se serait confiée à une amie pour lui dire qu'un soir, elle avait dû quitter le domicile familial avec leur jeune fils Selim pour aller dormir dans la voiture parce que, dit-elle, Fourniret était avec une jeunette. Cette confession, faite à son amie, est inscrite sur procès-verbal. C'était à l'époque où je suivais une formation de garde-malade à Dinan en Belgique. Un jour, j'étais déprimée. J'avais fait des confidences à plusieurs collègues de classe. C'était bien entre janvier et août 1997. J'avais éclaté en sanglots à l'issue du cours. J'avais des problèmes avec mon mari et j'avais effectivement signalé que j'avais dû dormir avec mon fils Selim dans la voiture parce que mon mari était avec une jeunette. La suite de l'interrogatoire est encore plus riche en détails. Monique Olivier reconnaît qu'il est exact que Fourniret a ramené une jeune fille à la maison ce soir-là. À l'époque, les Fourniret vivent à Sarthe-Custine, dans les Ardennes belges, à quelques kilomètres de la frontière française. Monique poursuit
en racontant que cette fameuse soirée, elle a d'abord reçu un coup de téléphone de Michel Fourniret, probablement passé d'une cabine. Il la prévenait qu'il allait rentrer et qu'il ne fallait pas que leur fils Selim soit présent. Elle comprend tout de suite que son mari ne va pas rentrer seul et qu'il a trouvé une jeune fille, raconte-t-elle aux 2 policiers. Fourniret est rentré dans la maison, par l'atelier, pour venir s'assurer que Selim n'était pas là. Il est reparti vers le fourgon. Assez rapidement, il est rentré avec une jeune fille dans la maison. Elle marchait près de lui, sans s'agiter, sans crier ni parler. Fourniret la tenait par le bras, mais sans la forcer à avancer. Elle avançait d'elle-même, de manière docile, sans vouloir fuir, sans résistance aucune. Son attitude semblait pas naturelle. Elle était comme endormie, sans réaction. Monique Olivier n'entendra pas le son de la voix de cette jeune fille. Juste après cette scène, qu'elle vient de décrire, elle assure aux policiers qu'elle quitte les lieux comme convenu. Elle monte dans sa voiture, où l'attend son fils Selim, et roule un certain temps. Puis elle s'arrête. Selim dort à l'arrière, et elle aussi s'assoupit. Elle ne se souvient pas de l'heure qu'il était. Il faisait noir, et il faisait bon. Elle ajoute « Il me semble que c'était à la fin de l'année scolaire. » Si l'on en croit son témoignage, donc, ça pourrait être au mois de juin 1997. Damien, que fait Monique Olivier le lendemain matin ? D'après ce qu'elle explique dans son interrogatoire, elle passe donc la nuit dans sa voiture avec Selim, puis revient à la maison de Sarthe-Custine tôt le matin, précisant même que le jour s'était levé entre-temps. Elle reste seulement quelques minutes, puis part déposer Selim à l'école. Dans ce court laps de temps, elle affirme n'avoir vu ni Fourniret, ni la jeune fille. Pourtant, ajoute-t-elle, la fourgonnette est encore garée devant la maison. Monique Olivier dit n'avoir jamais reparlé de cet épisode avec son mari Michel Fourniret. Ses propos sont rapportés sur procès-verbal. J'ai jamais reparlé avec lui de cette jeune fille. Je m'efforçais d'effacer cette situation de ma mémoire. Je voulais pas croire qu'il avait encore fait ça à la maison. Je voulais pas croire que ça continuait. Si Fourniret a ramené cette jeune fille à la maison, c'est pour abuser d'elle sexuellement. S'il a abusé d'elle, il n'allait pas la laisser repartir vivante. Ce 13 juillet 2005, Monique Olivier raconte donc devant 2 policiers belges l'enlèvement et le probable meurtre d'une jeune fille âgée de 16 à 18 ans avec des cheveux de couleur claire. Un crime qu'elle date à la fin de l'année scolaire 1997. À aucun moment dans cette audition, elle ne prononce le nom de Cécile Valin, qui à l'époque a disparu depuis 8 ans. Les 2 policiers belges, qui procèdent à son audition, ne font eux non plus aucune allusion à la jeune fille française. Tout simplement parce que de ce côté-ci de la frontière, on ignore que des gendarmes savoyards recherchent une jeune fille de 17 ans, aux cheveux châtain clair, disparue le dimanche 8 juin 1997 et qui n'a depuis plus jamais donné signe de vie. Mais il y a peut-être plus rageant encore. Comme nous l'avons raconté dans le 3e épisode de ce podcast, en février 2006, la juge d'instruction en charge de l'enquête sur la disparition de Cécile Valin charge les gendarmes de creuser la piste Fourniret. Les enquêteurs français se lancent donc sur cette hypothèse seulement 10 mois après l'audition de Monique Olivier devant les policiers belges et 6 mois après qu'elle a parlé pour la première fois devant des enquêteurs de l'enlèvement et du meurtre d'une jeune fille commis très vraisemblablement au mois de juin 1997. Pourtant, au cours de leur vérification, les gendarmes ne sont pas alertés de cette audition et de son contenu extrêmement troublant. Et la piste Fourniret se referme quelques mois plus tard. Damien, comment expliquer que les enquêteurs soient passés à côté de cet interrogatoire qui date de 2005 ? Aucune explication officielle. Ce qui est fort probable, c'est que le procès verbal rédigé par la police belge a mis beaucoup de temps à passer la frontière, pourrait-on dire. Pour comprendre, il faut aussi rappeler le contexte. Michel Fourniret est arrêté en Belgique presque par hasard en 2003, après une tentative d'enlèvement sur une fillette. Michel Fourniret n'est pas tout de suite suspecté d'autres crimes commis en France. Au départ, l'enquête belge ne transpire pas et il faut attendre l'année 2004, 1 an donc, pour que Monique Olivier livre des aveux. Aveux qui vont faire passer l'ogre des Ardennes dans une toute autre dimension. Sa femme détaille
2 séries de meurtres commis depuis 1987, dont une très grande partie en France. C'est à cet instant que la police et la justice française vont se pencher sur le parcours du tueur. Ils font leurs propres recherches tout en échangeant avec leurs collègues belges. Mais les 2 procédures sont menées en parallèle. Et ce procès-verbal de Monique Olivier d'audition de juillet 2005, il va rester caché quelque part dans le dossier belge. Les aveux, même imprécis, de Monique Olivier sur cet enlèvement et ce meurtre commis en 1997 restent secrets. Et ce, pendant de nombreuses années. 18 exactement, jusqu'à ce que certains procès-verbaux de la police belge soient versés dans le dossier Estelle Mouzin. C'est ainsi que l'avocat Didier Seban débusque cet interrogatoire et fouille un peu plus encore. Selon lui, et les faits ne l'ont jamais démenti, en 1997, il n'y a eu aucune disparition de mineurs non élucidés, à part celle de Cécile Valin. Mais au procès de décembre 2023, à Nanterre, le coup de théâtre ne connaît pas de suite immédiate. Monique Olivier est jugée pour l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, et ni elle, ni son avocat n'entendent être questionnés sur d'autres dossiers. Surtout pour un cas sur lequel elle n'a jamais été mise en cause formellement. Pas plus que Michel Fourniret d'ailleurs. En revanche, ce rebondissement dans la salle des assises de Nanterre ne tarde pas à monter les étages, jusqu'à résonner dans les bureaux du pôle Cold Case, où une juge d'instruction a repris le dossier Valin quelques mois plus tôt. L'exhumation de ce procès-verbal et son contenu relancent de manière inattendue et presque incroyable l'enquête. Maître Cathy Richard est devenue l'avocate du père de Cécile Valin au début des années 2000. Depuis, elle ne craignait qu'une chose, que le dossier soit refermé. Alors elle a fait des pieds et des mains pendant toutes ces années pour le maintenir ouvert. J'ai fait des demandes d'actes à chaque fois. À chaque fois, on trouvait quelque chose et on demandait au juge de faire encore telle vérification, de suivre telle piste qui n'avait pas encore été suivie. Et il s'agissait de trouver quelque chose à faire. Je me souviens d'une fois où on a rendu une ordonnance de non-lieu et je plaidais devant la chambre de l'instruction de Chambéry en disant « Mais c'est pas possible, c'est une gamine de 17 ans, elle était pleine de vie, elle avait l'avenir devant elle, elle a disparu. On peut pas dire on arrête de chercher. » Et le président, à l'époque de la chambre d'instruction de Chambéry, m'avait dit « Maître, ne vous inquiétez pas, ce dossier ne sera pas refermé. » Sauf que ce président, il est parti. Et le juge suivant a commencé à dire « On n'a plus rien à faire dans ce dossier. » Jusqu'au moment où on a obtenu que le pôle Cold Case soit saisi. Et ça, c'est vrai que ça a été un soulagement. Des investigations ont continué à avoir lieu. Et ce dossier ouvert nous a permis de rebondir sur tout ce qu'on avait. Et pendant plus de 20 ans. Moi, j'ai dit à chaque fois que ça m'était possible de le dire, quelque part, quelqu'un sait. Pour que si un jour, quelqu'un voulait parler, il sache le faire, il puisse s'adresser à moi. Donc, je persistais à dire partout, quelque part, quelqu'un sait, quelque part, quelqu'un sait. Et en cela, j'espérais toujours qu'un kidam arrive et me parle de ce dossier. Mais les années passent et la révélation qu'espère maître Cathy Richard n'arrive pas. Jusqu'à ce coup d'éclat, au procès de Monique Olivier à Nanterre en 2023. L'avocate s'en souvient très bien. Ce que j'imaginais pas, quand je disais quelque part quelqu'un sait, c'est que ce quelqu'un, ça pouvait être la justice. Et ça a été un choc terrible, terrible. Monique Olivier est jugée à Nanterre. Et je reçois un appel téléphonique de Laurent Valdiquet. Il est chroniqueur judiciaire pour le journal Marianne. Et il est à l'audience de Monique Olivier. Quand il m'appelle, il me dit « Il a été question de votre dossier Valin à l'audience qui concerne Monique Olivier. » Alors, je suis un peu surprise, mais je me dis « Tiens, pourquoi ? C'est vrai qu'on avait évoqué la présence de Michel Fourniret dans la disparition de Cécile, mais pourquoi pas ? Bon. » Et là, il me dit, de façon beaucoup plus précise, un avocat de partie civile a interrogé Monique Olivier sur le fait que Michel Fourniret serait revenu un jour de 97 avec une jeune fille chez lui, à Sarthe-Custine, et que cette jeune fille, il l'aurait tuée. Je n'ai jamais
jamais entendu parler d'une victime non identifiée de Michel Fourniret en 1997. Si j'avais entendu ça une fois dans ma vie, bien évidemment, qu'alors que Cécile ne quitte pas mon esprit depuis tant d'années, bien évidemment que j'aurais percuté. Et là, j'apprends quoi ? J'apprends qu'il existerait une victime non identifiée de Michel Fourniret en 1997. C'était le mercredi 13 décembre 2023. Cathy Richard décide donc de filer à l'audience et de demander à son confrère de lui transmettre le fameux procès-verbal de 2005. Effectivement, je reçois des pièces. Et là, je me rends compte qu'en réalité, il y avait depuis 2005 des auditions, des procès-verbaux, des actes judiciaires qui évoquaient tout ce qui collait avec la disparition de Cécile. J'étais dans un mélange de sidération, de colère, de tristesse, un peu de soulagement quand même, de savoir. Parce que je disais toujours que c'était un clou dans mon cœur et que la seule chose que j'espérais, c'était ne pas prendre ma retraite sans savoir. Mais d'apprendre comme ça que tout était dans un dossier, entre les mains de juges, d'avocats, d'enquêteurs... Alors que je criais depuis tant d'années, quelque part, quelqu'un sait. Ça a été difficile. Maître Cathy Richard demande immédiatement que la juge d'instruction auditionne Monique Olivier. Emmanuelle Ducos, la magistrate, a 2 possibilités. L'entendre elle-même dans son cabinet ou demander son placement en garde à vue et laisser donc son audition à la charge des policiers. C'est cette deuxième option qu'elle choisit. Le mardi 10 septembre 2024, dans la matinée, Monique Olivier, numéro d'écrou 481 119, est extraite de sa cellule du quartier des femmes de la prison de Fleury-Mérogis. Elle est placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de Cécile Valin. Les interrogatoires vont se dérouler à Nanterre, dans les locaux de l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Damien, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la décision d'une garde à vue peut paraître surprenante dans ce cas-là ? Pour cela, il faut connaître un tout petit peu l'histoire de Monique Olivier. Après sa mise en cause dans les années 2000 et l'arrestation de Michel Fourniret, elle a d'abord été entendue par des policiers belges. Le contact passait plutôt bien et elle s'est montrée relativement coopérative. Mais lorsque l'enquête a démontré que le couple était impliqué dans une série de crimes commis en France, ce sont des policiers français qui ont pris le relais et là, ça ne s'est pas bien passé du tout. Au cours d'une audition, Monique Olivier reçoit une gifle de la part d'un des policiers et à partir de cet incident, elle se referme complètement et refuse de coopérer. Et il faudra des années pour qu'une juge française, Sabine Kéris, parvienne en quelque sorte à déverrouiller Monique Olivier. Les 2 femmes ont réussi à mettre en place une relation calme, de confiance, plus apaisée. Celle qui est désormais l'ex-femme de l'ogre après leur divorce en 2010 se livre un peu plus. Alors pas complètement, mais elle donne des éléments sur les crimes commis par Fourniret et dont elle s'est souvent elle-même rendue complice. C'est ainsi qu'elle fait des déclarations décisives pour permettre par exemple la résolution de l'affaire Mouzin. Donc pour répondre à votre question, l'affaire auditionnée par des policiers français dans le cadre d'une garde à vue, c'est sans doute pas le meilleur moyen d'obtenir quelque chose de sa part. Les 2 policiers débutent leur première audition à midi précise. Dans une de ses premières réponses, Monique Olivier donne le ton. Je ne répondrai pas à vos questions sans mon avocat. Enfin, posez-moi vos questions et je verrai si je réponds. Les policiers enchaînent ensuite quelques questions plutôt générales, puis glissent doucement vers l'année 1997, celle qui, évidemment, les intéresse. Plus précisément, ils amènent Monique Olivier à parler de cette audition devant les policiers belges en 2005. Si j'ai déclaré ça en 2005, c'est que ça a dû se passer. Je m'en souviens pas. Les policiers lui demandent alors si elle a vu cette fille. Moi, je m'en souviens pas. Je veux plus répondre à vos questions. Les enquêteurs insistent. Je refuse de vous répondre parce que je ne m'en souviens pas. C'est possible que je l'ai vue. Ça a dû se produire. Je sais plus. Ça va se retourner contre moi. J'ignore de toute façon son nom et son prénom. Les policiers sentent que Monique Olivier se tend, s'agace. Ils lui demandent s'il est possible qu'elle ait, à cette époque, menti aux policiers belges. Non. Si j'ai dit ça, c'est que ça s'est produit. Mais je suis incapable de vous en dire plus. Je m'en souviens pas. J'y arriverai pas.
Un peu plus tard dans l'audition, les mêmes enquêteurs remarquent qu'elle tremble. Ils lui demandent si elle souhaite une boisson chaude ou qu'ils appellent un médecin. Non, ça va. J'ai juste froid. Et puis à vous, l'énervement de tout, quoi. Les policiers de l'OCRVP continuent malgré tout à poser des questions directement en rapport avec Cécile Valin. Ils veulent savoir si Michel Fourniret est responsable de cette disparition. Réponse de Monique Olivier. J'en sais rien. Avant d'achever l'audition, Monique Olivier est invitée à se pencher sur une planche photographique comportant 9 clichés de jeunes filles, dont une photo de Cécile Valin. Les enquêteurs lui demandent s'ils ont vu l'une de ces jeunes filles avec Michel Fourniret. Monique Olivier regarde attentivement les photos. Elle me disait rien. Je peux pas vous dire oui pour vous faire plaisir. L'audition s'achève. Damien, est-ce que cette garde à vue, c'est un échec ? Alors, si on attendait des éléments précis et circonstanciés de la part de Monique Olivier, la réponse est oui. Mais en réalité, ceux et celles qui la connaissent bien savaient qu'il n'y aurait rien à attendre de plus. L'élément capital, selon moi, c'est qu'elle n'a pas balayé l'hypothèse que Michel Fourniret soit responsable de la disparition de Cécile Valin. Elle est juste restée très vague et a cherché à ne pas être impliquée dans cette affaire. Elle s'est présentée comme un simple témoin d'un événement certes très anormal, mais jamais comme une complice. Pourtant, à plusieurs reprises dans ses auditions, on la sent agacée et même énervée. Parce qu'on a tort de penser que Monique Olivier est un petit être fragile et soumis. C'est une femme avec beaucoup plus de caractère que l'on ne le croit. Surtout, sa priorité maintenant, c'est de ne plus être accusée de crimes commis par Fourniret. On le sait, pendant des années, elle a été une complice active, très active des meurtres. Leur couple maudit est d'ailleurs quelque chose de très rare en matière criminelle. Mais depuis quelques années, et encore plus depuis la mort de Michel Fourniret, elle souhaite laisser une autre image. Elle répète d'ailleurs souvent au cours de cette garde à vue qu'on va encore lui mettre une affaire sur le dos. Et ça la braque. Et puis enfin, on ne peut pas omettre que Monique Olivier garde un certain pouvoir de manipulation et, disons-le même, un certain degré de perversité. Michel Fourniret mort, elle est la gardienne des derniers secrets. Et on sait que l'ogre des Ardennes a sans doute commis beaucoup plus de crimes que ceux pour lesquels il a été condamné. Qu'est-ce qui se passe après cette garde à vue ? Eh bien, la juge d'instruction en charge du dossier Valin au pôle Cold Case va décider de placer Monique Olivier sous le statut de témoin assisté. Alors, un témoin assisté dans une procédure judiciaire, c'est un statut un peu hybride, à mi-chemin entre le simple témoin et le mis en examen. En clair, il n'y a pas assez d'indices d'une quelconque culpabilité, mais le sentiment quand même que Monique Olivier n'est pas totalement étrangère non plus à cette disparition. En tout cas, qu'elle sait des choses. On l'a dit, Monique Olivier n'entretient pas de très bons rapports avec la juge Emmanuelle Ducos qui instruit le dossier de la disparition de Cécile Valin. Alors, elle n'a rien de personnel contre elle, mais effectivement, on l'a dit, Monique Olivier a un rapport de confiance avec une autre juge du pôle Cold Case, Sabine Kéris, qui, elle, a instruit d'autres dossiers concernant Michel Fourniret et Monique Olivier. Et dans ce qui peut être perçu comme un caprice, voire même une manipulation supplémentaire, elle passe son temps à dire, Monique Olivier, qu'elle ne répondra qu'à Sabine Kéris et à personne d'autre. Pourtant, alors que c'était techniquement possible, la juge Sabine Kéris n'a été finalement co-saisie du dossier qu'au début de l'année 2025, donc tout récemment. Oui, après de nouvelles auditions infructueuses de Monique Olivier menées au cours de ces derniers mois, car elle n'a jamais voulu s'exprimer à nouveau sur la disparition de Cécile Valin. Actuellement, quand Monique Olivier est entendue, c'est dans le cadre de l'instruction sur l'affaire Lydie Loger, une femme de 29 ans, disparue dans l'Orne en 1993 et dont l'ADN a été retrouvé dans la camionnette de Michel Fourniret. Quand l'instruction sera terminée, Monique Olivier pourra peut-être revenir sur ses propos tenus en 2005 et les préciser. C'est en tout cas ce qu'espère Cathy Richard. Monique Olivier, on ne peut strictement rien lui reprocher. Et il n'est pas question de lui reprocher quelque chose dans cette affaire. Je tiens à le dire. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche depuis 28 ans, c'est-à-dire de comprendre. Et c'est la vérité. Alors cette vérité, on la touche du doigt. Donc ce qu'on appelle de tous nos vœux aujourd'hui, c'est que Monique Olivier puisse, dans des conditions qui lui permettent de s'ouvrir, parce que Monique Olivier, elle est verrouillée à triple tour. Donc, il faut pouvoir la déverrouiller. Voilà. Et donc, on ne peut pas espérer ça
en la mettant en garde à vue, en détention, en lui envoyant d'un enquêteur. Voilà, ça c'est impossible. On sait qu'en ce moment, il y a une instruction sur l'affaire Lydie Lauget. Donc en ce moment, elle est entendue sur cette affaire. Je veux dire, pas après pas. On attend depuis 28 ans de savoir, on peut attendre un petit peu que les conditions soient respectées pour pouvoir entendre Monique Olivier sereinement. Et on espère beaucoup de cette audition dans des conditions sereines qui lui permettront de livrer ce secret encore qu'elle porte en elle, d'en dire un peu plus et qui nous permettront à nous de pouvoir dire voilà, on est allé au bout de quelque chose. Pour Jonathan Oliver, le père de Cécile Valin, l'enjeu est énorme. Maintenant, on est dans l'attente. L'histoire est potentiellement très fragile. Cathy Richard suppose que Sabine Kéris va être son seul interlocuteur, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. C'est une attente avec une crainte que cette attente dure trop longtemps. Enfin déjà, heureusement, c'était révélé en 2023, parce que elle aurait pu mourir avant. Donc, c'est un moment important. Peut-être, je saurai ce qui est arrivé. Et ça, c'est la chose la plus importante. Monique Olivier aura 77 ans en octobre prochain. Le même mois, Cécile Valin aurait dû fêter ses 46 ans. Le mystère de sa disparition s'étale sur 3 décennies. L'épais dossier judiciaire sillonne comme un labyrinthe entre espoir et fausses pistes. La vérité n'a peut-être pourtant jamais été aussi proche et atteignable. Comme ses amis et sa famille, son papa Jonathan aura passé plus de temps à chercher Cécile qu'à la connaître vivante. Vous venez d'écouter le dernier épisode de notre série Cécile Valin, les secrets d'une disparition. Une série produite par Clara Grouzis et Thibault Lambert, réalisation et mixage Julien Moncouquiol, rédacteur en chef Jules Lavie. Les extraits des procès-verbaux de Monique Olivier sont interprétés par Morissette Gourdon. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les références des documents que nous avons cités. Une série que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.